Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc, pour vous retrouver pour ce point de marché du vendredi 11 mai 2018. Sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement audacieux risque. Le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG font exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est alternative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Pascal, j'espère que vous allez bien. Raymond, que je salue également. Eliane, faut-il rester à la vente sur l'USD Yen? Alors, on va voir ça dans un petit instant. Edgy, bien le bonjour. Christian, Emma, voilà, bien le bonjour à vous tous. Briefing d'actualité, alors on a la plupart des indices asiatiques qui sont dans le vert ce matin dans une conjoncture plutôt positive tirée par les gains à Wall Street. On a un rendement du 10 ans américain qui se détend. On a les cours de pétrole qui restent élevés. Donc voilà, ce qui permet à Wall Street d'enregistrer, enfin aux bourses d'enregistrer des bons gains. BOE qui a gardé ses taux inchangés hier comme prévu, malgré un ton moins confiant et la révision à la baisse de ses prévisions de PIB pour 2018. On a le conseil des gouverneurs de la Banque d'Angleterre qui reste constructif et continue de signaler un resserrement de la politique monétaire à long terme. À propos de la Corée du Nord, on a Donald Trump qui a déclaré sur Twitter qu'il rencontrera son homologue Kim Jong-un le 12 juin à Singapour, donc ça il y a une date. Et sinon, on a des négociateurs chinois qui se rendent à Washington aujourd'hui pour discuter des différents commerciaux à la suite des pourparlers qu'il y a eu à Pékin la semaine dernière et qui ont échoué. Voilà donc au niveau du profil de l'actualité, je l'ai pas mis, mais il y a eu l'inflation également américaine qui a accéléré à 2,5% comme prévu, sauf que l'IPC Core, l'IPC sous-jacent qui exclut la nourriture et l'énergie, est quant à lui resté stable à 2,1%, alors que le consensus attendait une hausse à 2,2% sur un rythme annuel. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu le petit sell-off sur le dollar en intraday hier. Alors, du coup, Dixie en baisse, comme je viens de vous dire, c'est à cause de l'IPC. Dow Jones, S&P, Nasdaq toujours en hausse. On a les techs qui, on peut voir, surperforment, plus 0,89%. Le rendement du 10 ans qui perd 3 points de base, ce qui est une bonne chose pour l'appétit pour le risque. Le yen qui prend 0,06 après 2 ou 3 séances consécutives de baisse. Le gold en légère baisse. Le Nikkei et le Hang Seng en hausse. Et au niveau du calendrier économique, alors cette semaine ça a été assez light, à part hier où c'était vraiment voilà, une grosse journée en termes de chiffres macroéconomiques, mais sinon les restes des journées c'était plutôt soft. Et aujourd'hui, à part le taux de chômage canadien et la variation nette de l'emploi, il n'y a pas grand chose. Il y aura Mario Draghi qui va s'exprimer depuis Florence et l'indice de confiance des consommateurs de Michigan publié à 16 heures. Voilà, c'est tout ce qu'il y a vraiment de majeur cette journée. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Kim Jong va-t-il croire Trump pour une négociation vu que Trump s'est assis sur l'accord avec l'Iran? Bien écoutez, je ne sais pas. C'est vrai que c'est une bonne remarque. Euh, je pense que c'est pas les mêmes problèmes. De toute façon, ils sont tous uniques, mais euh, voilà, je pense que après, je ne suis pas expert sur ce sujet-là, mais je pense qu'il y a tout intérêt que au moins il y ait une paix entre les deux pays. Voilà. Après, c'est vrai que on peut jamais savoir, surtout avec Donald Trump. Voilà. Au niveau, sans plus attendre, donc du forex, non, pardon, des indices boursiers. Commencer par les indices. Donc, le Nikkei qui est en train ce matin de franchir ses sommets de février. Voilà, donc on n'a pas eu encore la clôture. Le CAC 40 qui continue de se stabiliser entre 5500 et ses plus hauts d'hier ou d'avant-hier, voilà, les plus hauts de la semaine concrètement, qui sont aux alentours des 5550 points. 5550 points semble être une bonne résistance depuis le début de la semaine. Le DAX franchit les 13 000, donc j'anticipais plutôt une baisse sous les 13 000 points hier, mais ça montre quoi? Ça montre finalement que oui, on a bien le rattrapage du DAX. Parce que vous voyez que le DAX continue à progresser, alors que le CAC est flat. Et si on regarde du coup la force relative CAC-DAX, elle s'oriente de plus en plus à la baisse. Vous voyez, CAC-DAX
ça part à la baisse et on peut s'attendre donc, ouais, qu'on a un support. C'est totalement possible de faire de l'analyse technique sur des forces relatives. Euh, et donc on a un support par ici. Donc on peut s'attendre à une surperformance du DAX jusqu'à que la courbe revienne vers ces niveaux. Bref, on a une marge de progression pour que le DAX surperforme. Donc voilà, s'il y a un indice à acheter, un indice européen à acheter en ce moment, c'est bien évidemment le DAX. Le DAX, voilà, faut le payer jusqu'à au moins 13 300, voire 13 500 points. L'Eurostoxx, voilà, c'est pareil, sauf qu'il est un petit peu plus en avance que le DAX. Mais voilà, prochain gros support, c'est 3006, puis les 3700. Voilà, 3700 sera un niveau vraiment très très important parce que c'est non seulement, en fait, il y a eu un triple test de cette résistance. Janvier 2018, octobre 2017, mai 2017. Voilà, donc triple test. Alors que si on regarde le DAX, on n'a pas eu le triple test, vous voyez, on en a que eu deux. Et CAC, c'est pareil. Vous voyez, le test n'est pas une simple résistance, c'est une oblique. Donc l'Eurostoxx et 3700 sera un niveau de prix très important. Avec ce qui se passe en Italie au niveau politique, est-ce que les statistiques italiennes de 11h45 pourraient créer de la volatilité sur le stock 50, le Bund ou l'euro-dollar? Alors, j'ai pas regardé les statistiques pour l'Italie ce matin, ça ne devrait pas être très très important. Alors, regardons cela. C'est plutôt le risque politique qui pèse. Si on regarde le spread italien, allemand, il recommence à se détendre. Alors, c'est marrant, je ne l'ai pas ici. Statistiques italiennes. Alors, on va aller du coup sur cadre économique, trading economics. Alors, Italie. Donc ça, c'est les émissions d'obligations. Non, il n'y a pas, y a rien d'important en Italie ce matin. Ce qu'il faut regarder pour le risque italien, c'est le spread. Donc, italien moins l'allemand. Et là, vous voyez, on a un spread qui recommence à se détendre. Donc, plus il va se détendre à nouveau et plus ça fera pression sur, comment dire, et bien sur l'euro. Parce que dès qu'il y a des divergences au niveau des obligations européennes, et bien ça fait pression sur les actifs européens. Voilà, dont l'euro. Voilà, donc si on a un spread là qui s'écarte de plus en plus, on va avoir un euro qui va être de plus en plus sous pression et un MIB. Sauf que le MIB pour le moment ne réagit pas à la baisse. Probablement parce que le spread est encore trop faible. Voilà, donc il n'y en a pas. Peut-être que le marché n'a pas encore, ne s'inquiète pas plus que cela pour le moment. Donc voilà. Il faut savoir qu'il y a un effet euro aussi qui est derrière cela. L'euro qui booste à court terme les indices européens. Voilà, Wall Street, donc on a eu S&P qui a confirmé la cassure. Test, vous pouvez voir, regardez hier, clôture au pips près quasiment au plus haut du mois d'avril. Donc voilà, si on a une clôture journalière au-dessus de ce niveau de prix, ce sera un signal bullish en direction des 2800. À noter que si vous regardez l'indice FANG revient quasiment à ses plus hauts historiques. Donc nous on le code depuis le début janvier. Si vous regardez depuis d'un point de vue historique, il est assez plus haut. Donc le seul moyen de le voir, c'est sur Google. Voilà, FANG plus. Hop. Donc on a toutes ces valeurs là avec 10% pour chaque capitalisation boursière. 10% dans l'indice. Donc c'est pas la pondération n'est pas effectuée selon la capitalisation boursière, mais c'est fixe, c'est 10%. Chaque action pèse 10% dans l'indice. Et donc vous voyez l'indice FANG, donc Nasdaq 100 depuis septembre, ça fait quand même 260% depuis septembre 2014, ce qui est énorme par rapport au S&P qui fait 150 de vue. Très intéressant. Alors normalement on devrait avoir peut-être un petit graphique de long terme. Non. Alors du coup on va aller sur Nice Fang. Normalement Google le référence. Voilà. Nice Fang, on va se mettre sur 1 an, sur 5 ans. Donc, vous voyez que
on arrive proche des sommets qui ont été inscrits en mars, avant en fait le scandale de Facebook. Le scandale de Facebook a provoqué cette baisse. Euh, donc voilà, les sommets qui sont aux alentours des 2743, 2750, et donc vous voyez 2800 serait un nouveau record pour l'indice FANG. Voilà, donc les mastodontes, les techs qui continuent à surperformer, à tirer les indices vers le haut. Donc voilà, donc ça donne la crédibilité à ce rebond, parce que si les mastodontes, ceux qui surperforment depuis des années, continuent à être sous pression alors que le S&P continue à progresser, ça remettrait un petit peu en doute comment dire, euh, la tendance des indices américains, tout simplement. Ça serait pas vraiment sain, étant donné que pour le moment les moteurs depuis ces dernières années, c'est les techs et plus en particulier les FANG. Voilà, si on a les FANG qui sont en baisse, enfin, vous verrez pas un FANG sur du long terme qui sera baissier alors que le S&P sera haussier. Donc ça veut bien dire que les techs et le FANG, l'indice FANG, les mastodontes permettent aux indices américains de, de, de guider les indices vers le haut, ou en tout cas donnent un tempérament. Donc non Didier, hein, pour les adjudications d'obligations, ça va pas être quelque chose de très très important, je pense, pour l'euro, pour les indices, pour les valeurs européennes à 11h45. Voilà donc pour les indices américains, donc cette semaine finalement est plutôt positive, hein, surtout sur tous les continents. On a l'euro qui reprend une tendance baissière ce matin, ouais, étant donné que le Dixie repart à la hausse après un beau sell-off hier. Voilà donc encore une fois, si on a un retour du Dixie vers les 92 points, ce serait une opportunité pour passer long, pour passer à l'achat. J'ai écrit un article hier à propos de l'inflation et à propos du Dixie. J'en écris un par semaine, et ça permet vraiment euh, d'avoir la tendance du dollar, tout simplement. Vous voyez, là, c'est le chiffre de l'inflation. L'indice PCE, il est publié 3 semaines après, en général, hein, je dis bien en général, que l'IPC. Donc, il va falloir attendre 3 semaines pour voir une confirmation ou une infirmation des IPC qui ont été publiés hier. Mais voilà, donc je fournis mon analyse du Dixie dans cet article, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En attendant, donc, il y a une paire qui m'intéresse avant de passer au majeur. L'euro UD, on l'a déjà vu hier, on l'a déjà vu en début de semaine. Je la monte de plus en plus. Pourquoi? Parce que voilà, on a l'euro, c'est ma conviction baissière du moment. Si je devais vendre une devise en ce moment, c'est bien l'euro. Vous voyez d'ailleurs, elle sous-performe encore ce matin. Bon, je pense, c'est la devise qui sous-performe le plus, hein, depuis le début de la semaine, hein. Il y a clairement moyen de tac, donc hop, performance, donc depuis le début de la semaine. Donc l'USD 0,37, 0,43. Ah non, c'est le NZD qui sous-performe. Qui sous-performe depuis le début de la semaine, ce qui est finalement logique. Et ensuite vient l'euro. Et ensuite le franc. Ouais, donc quand même l'euro, c'est l'une des devises les plus, la deuxième devise la plus baissière depuis le début de la semaine. Peut-être la deuxième depuis le début du mois, je ne sais pas. Performance mois, donc. Non, GBP. Alors, NZD, GBP. NZD, GBP, franc et ensuite euro. Bref, en tout cas, elle est en bas du classement. L'euro n'est plus à court terme une devise qui est haussière. On le voit sur ce graphique-là depuis le 25 avril. Il y a une tendance baissière, on a des signaux baissiers, on a eu une divergence baissière. Donc bref, l'euro se vend. Alors que l'AUD, c'est pas le moment de l'acheter encore. Mais regardez, vous voyez qu'on est en bas de ce canal. On teste cette oblique de long terme qui prend le point bas de 2008 et 2015. Donc, ouais, grosse quand même oblique. Cette oblique à court terme qui est franchie. Le RSI qui dépasse 50. Donc, voilà, on commence à avoir de plus en plus de signaux bullish. Est-ce que c'est le signal achat? J'aimerais y croire, mais je trouve qu'on est encore assez bas pour confirmer. Donc, voilà, j'attendrai encore un petit peu pour rentrer long sur l'AUD. Mais je pense que euh, le bon timing commence à arriver. Voilà, donc si par exemple
on a le RSI qui clôture au-dessus de son précédent sommet. Alors, comme vous le savez, c'est possible de faire une analyse technique sur des indicateurs. Donc si on a une clôture du RSI au-dessus de ce niveau-là, qu'est-ce que ça dirait? Qu'est-ce que ça indiquerait, pardon? Ça indiquerait qu'on a un momentum plus puissant que ce qu'on avait pendant ce bull market et celui-ci. Voilà, tout simplement. Donc à surveiller de très près l'AUD, mais je pense d'ici quelques séances, aujourd'hui ou lundi, mardi, soit on rentre long, ou soit on attend un nouveau. Euh, ou soit, pardon, plutôt de dire qu'on attend un nouveau, c'est que les signaux qu'on a eu récemment, franchissement des 5 ans du RSI, franchissement de cette oblique, eh bien seront annulés. Donc voilà. Aujourd'hui ou lundi, tout va se jouer à mon avis sur la UD. Tout va jouer sur la UD, donc voilà, l'euro UD, le signal, au lieu de regarder l'euro index et la UD index, ce qui est très important, hein, mais l'euro UD, on a cette oblique. Donc si on a l'euro UD qui franchit cette oblique, ça pourrait être un moyen de, de vendre tout simplement l'euro UD. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une alerte. Voilà. C'est la première fois que je fais une alerte sur Pro Real Time. Condition prix, prix précédent. Comme ça, j'ai le prix de clôture, parce que si je prends le prix en cours, voilà. Croisement à la baisse de cette ligne. Non, peut-être que c'est période en cours. Bon, je suis pas un expert là-dessus. Déclenchement, rien. Message. Clôture barre courante. Bon, je pense que ça doit être ça. Et voilà. Donc j'espère que l'alerte va fonctionner. C'est un essai de toute façon. Comme ça, voilà, on ne rate pas le train. Nous ne raterons pas le train. Et voilà. Alors, les alertes sur ProRealTime, c'est très pratique. Comme ça, pas obligé de rester devant l'écran. Dès que ça sonne, je viens voir, nous dit Didier. Bien écoutez, c'est parfait. Merci en tout cas pour cette information. J'espère en tout cas que j'ai bien configuré parce que voilà, je, je n'utilise jamais les alertes. Donc voilà, on verra bien de toute façon. Donc l'euro UD, voilà, conviction baissière et le signal baissier sera donné en cas de franchissement de cette oblique. Et le potentiel est baissier jusqu'à 1,50. Hein. Parce que si on regarde l'euro a un potentiel baissier extrêmement important. Premier support, il est vers ce niveau-là, mais c'est un niveau vraiment très faible. Vraiment, le prochain niveau de support, c'est cette oblique qui vient chercher le point bas, les points bas de 2017. Ouais, donc donc on a une marge de baisse, allez, 2%, entre 2 et 3% sur l'index, et la UD, lui, a une marge de progression, vous voyez, si on doit le haut du canal, c'est 3%. Donc, voilà, ça fait quand même une belle baisse qu'on peut s'attendre sur l'euro UD. Je ne serais pas surpris si l'euro UD, dans un mois, on le retrouve vers les 1,5. Hein. On passe sur les paires majeures. Paires majeures, donc toujours objectif baissier jusqu'à 1,17 sur l'euro dollar. Le GBP USD qui consolide. Signal baissier qui sera donné en cas de clôture journalière, enfin sur les temps journalière, en dessous de 1,35. Si c'est le cas, signal baissier jusqu'à 1,32. NZD USD, poursuite de la baisse. Poursuite de la baisse. Regardez le NZD Index. On a un petit rebond ce matin. Mais concrètement, on a encore une marge de baisse. Donc, voilà, si ça ne vient pas du NZD, ça viendra grâce à la hausse du dollar. Parce que le dollar, personnellement, je suis encore bullish. Donc, NZD USD baissier jusqu'à 0,6865. L'USD4, ça va être compliqué parce qu'on a deux devises qui sont quand même assez fortes en ce moment. L'USD et le CAD depuis le début de la semaine, c'est les deux devises les plus fortes, je pense. Donc c'est pas forcément la meilleure paire à trader. En tout cas, le CAD, vous voyez qu'il arrive sous cette oblique qui vient chez les points hauts de 2017 et de 2018. Donc prudence. Il y a que 2 points de contact, certes, mais c'est une zone potentielle où le cours pourrait être rejeté. Voilà, donc prudence à ce niveau de prix. Elle n'est pas exploitable parce qu'on n'a pas 3 points de contact, mais ça signale une zone où voilà, le marché pourrait ralentir ou même s'inverser. Et si ça s'inverse, eh bien ça validerait cette oblique parce qu'on aurait 3 points de contact. Voilà. Et à l'inverse, c'est compliqué de le vendre pour le moment, étant donné qu'on est toujours au-dessus de la moyenne immobilière à 20 jours et que le RSI surtout est à la hausse. Voilà, il est à la hausse, il est même dans un momentum très puissant, il est en surachat, donc c'est vraiment pas le moment d'entrer à la vente. Donc voilà, l'USD CAD,
c'est peut-être la seule paire majeure qui n'est pas intéressante à trader pour le moment. L'USD-CHF, vous voyez, il va consolider à peu près vers la parité, ce qui renforce mon opinion que le franc pourrait rebondir. Maintenant, c'est toujours pas le cas. Vous voyez qu'il est toujours dans sa zone de support. Il veut vraiment pas euh, sortir de celle-ci. Alors le bas de sa zone de support, c'est ni plus ni moins que le bas de mars 2015, au pips près. Hein. Vous voyez, le plus bas de mars 2015. Et vous voyez qu'on a un test le 7 mai, le rebond le 8, un nouveau test hier et ce matin de même. Voilà, donc tant qu'on n'a pas une clôture journalière hebdomadaire en dessous de cette zone, le franc, nous le vendons pas, mais en même temps pour l'acheter il faut un rebond, et pour moi il n'y a pas de rebond, donc voilà, ni achat ni vente sur le franc. Donc l'USD-CHF c'est pareil, c'est pas forcément une paire qui est intéressante à trader. Parce que je dirais qu'il y a un potentiel haussier, mais en même temps si le franc rebondit, ça fera rapidement pression sur le dollar. Et l'USD-Yen, est-ce qu'il faut vendre 110 Oui, je pense qu'il faut vendre 110. Je pense qu'à terme, pour moi le bull market du dollar, il va durer encore un petit mois et voilà, ce sera fini. Ce sera fini alors que le yen, il devrait prendre l'avantage sur du moyen long terme et pendant plus longtemps. Donc voilà, 110, ça pourrait être un niveau de prix intéressant pour se positionner short sur du moyen et long terme. Vraiment pas sur du court terme. Hein. C'est vraiment sur plusieurs semaines. Hein, dans l'optique de reviser les 105. Question de différence entre 2-3 points de contact. Alors, edgy, simplement 2 points de contact. Si vous tradez avec seulement 2 points de contact, une oblique, vous pouvez trader n'importe où parce que vous pouvez trader vous pouvez créer une infinité de d'obliques. Vous voyez 2 points de contact. 1, 2, 1, 2. Ouais, ça va pas vous donner de grandes informations. Alors 3 points de contact, va falloir trouver l'oblique qui fait 3 points de contact. Et c'est pas partout où on trouve une oblique de 3 points de contact. À 3 points de contact. Donc dès qu'il y a 3 points, vous pouvez trader le 4e rebond. Vous pouvez anticiper. Mais dès que vous avez que 2 points de contact, le 3e, on va dire, on va reprendre l'exemple donc de l'USD CH. Non, c'était. Alors je me souviens plus c'était quel point de contact. Voilà donc ici 2 points de contact. Donc on va dire que ici c'est pas possible d'acheter l'euro UD. C'est pas possible d'acheter avant le rebond. C'est pas possible d'acheter parce que c'est que 2 points. Donc finalement on pourrait tracer une infinité de droites. Alors que 3 points de contact, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup moins récurrent. Et donc si on a 3 points de contact, là on peut anticiper le rebond du 4e. On peut, lorsque le cours touche l'oblique au 4e contact, payer directement. Alors que quand on a que 2 points, on est obligé d'attendre la réaction du marché. S'il y a le breakout ou le rebond. Et c'est s'il y a le rebond, c'est après le rebond qu'on peut payer. Et ça confirme ensuite l'oblique. Voilà, tout simplement. Et donc, on va passer à l'AUD rapidement, l'AUD USD. Ensuite, nous aurons fait le tour des paires majeures. On va refaire un tour sur l'AUD NZD. AUD USD, donc rebond. Comme AUD, c'était la devise d'hier, hein, la devise qui a surperformé. Vous voyez qu'il est sur un niveau de support très très important quand même, cette AUD USD. Maintenant, est-ce qu'il peut s'enfoncer plus bas? La réponse est oui. La réponse est oui parce qu'on n'a pas encore les signaux suffisants pour se positionner long sur la USD. En tout cas, on a des signaux précoces à l'achat, des signaux vraiment prometteurs, mais ils sont selon moi pas suffisants au vu du momentum baissier qu'on a eu sur la USD ces dernières semaines. Et la USD, toujours, hein, alors position longue jusqu'à 1,0, 1,1 pour ceux qui souhaitent poursuivre une stratégie acheteuse. Vous voyez que là j'ai tracé une oblique avec 2 points de contact. Elle n'est pas tradable cette oblique. Elle n'est pas tradable parce qu'il n'y a que 2 points de contact. Mais pourquoi je l'ai affiché? Tout simplement parce que c'est un endroit, c'est une zone où il pourrait y avoir une réaction du marché. Donc je préfère l'illustrer.
GBP Yen me demande-t-on. Donc GBP Yen, comme Euro Yen, GBP Euro, pour moi, c'est les deux devises à shorter. Hein. Deux devises à shorter. Là, je suis d'accord avec vous, on est sur un très très bon niveau de support. Vous voyez, 1, 2, 3, quatrième rebond. Donc techniquement, ça s'achète. Techniquement, ça s'achète. Maintenant, quand je vois le GBP Index, donc GBP Index, qu'est-ce que c'est? Parce que parfois on oublie ce que c'est l'index à force de le regarder tous les jours, on ne sait plus réellement voilà ce que c'est. Donc le GBP Index, c'est ni plus ni moins que le GBP face à toutes les autres devises majeures. L'idéal, ce serait d'avoir une formule qui prend en compte les volumes de l'année précédente, qui permettrait d'avoir, parce que le GBP Yen n'a pas autant d'impact que le GBP Euro, enfin n'a pas autant de poids que le GBP face à l'euro ou que le GBP face au dollar, parce que les volumes sont beaucoup plus importants sur le GBP USD ou sur l'euro GBP. Donc forcément, si on a un support sur le GBP USD, eh bien il y aura beaucoup plus de volume sur celui-ci, et donc beaucoup plus de chances que le GBP rebondisse, plutôt que sur le GBP CHF ou le GBP AUD. Vous voyez. Donc l'idéal serait d'avoir une formule qui prend en compte les volumes. J'ai pas eu le temps de l'effectuer, il faut faire quelques recherches, mais voilà, c'est déjà très très bien d'avoir un indice comme ça. Ensuite, quand on cherche trop la perfection en trading, on peut rapidement voir que on s'enfonce dans une boîte. Et il faut savoir que les marchés c'est relatif et évoluent constamment. Donc voilà, plus vous allez être précis, trop précis, et, euh, et plus votre stratégie aura tendance à ne pas être bonne, tout simplement, ne pas fonctionner sur du long terme. C'est pour ça que j'aime des stratégies simples. Stratégies simples sur les marchés. Donc bref, qu'est-ce que c'est le GBP Index ou l'Euro GBP Index? C'est le GBP face à tous les devises majeures. Donc dès qu'on a le GBP Index qui rebondit, ça veut dire que le GBP rebondit face à plusieurs autres devises. Et donc il surperforme. Or là, on peut voir qu'on a une tendance baissière, donc le GBP sous-performe les autres devises, l'ensemble des autres devises. C'est un peu comme un GBP, un DXY façon GBP. Sauf que le DXY, il faut savoir qu'il y a 56% de pondération liée à l'euro. Donc c'est-à-dire si l'euro est baissier, le dollar va être haussier, et vice versa. Voilà, donc le GBP Index cassure sorti par le bas de ce canal. Donc selon moi, voilà, acheter le GBP, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Malgré le fait que le GBP Yen, pardon, soit en bas de ce canal. Voilà, donc pour moi, le GBP Yen, je ne l'achèterai pas. Je ne le vendrai pas non plus tant que j'ai pas le signal baissier. Le signal baissier serait donné en cas de clôture en dessous. Alors je vous rassure, hein, c'est Facebook professionnel, hein, c'est pas Facebook public, hein, les notifications que je reçois là. Moi, je préfère le préciser au cas où. Donc GBP Yen, signal baissier en cas de clôture, en cas de sortie par le bas, tout simplement, de ce canal. Euh, alors, donc GBP-USD, je reviens dessus pour notre ami François. Donc voilà, GBP-USD, en cas de clôture journalière, en tout 1,35, ça devrait quand même, je pense, engager pas mal de stratégies vendeuses. Et nous, de notre côté, je pense que ce sera possible de shorter le GBP-USD jusqu'à 1,32. Le gold et le pétrole. Donc le gold sous pression. Voilà, le gold il est sous pression à cause de la puissance du dollar. Ça semble intéressant de l'acheter parce qu'il était sur un niveau de support. Voilà, maintenant, vous ne pouvez pas acheter le gold et le dollar en même temps. C'est incohérent. À part si vous tablez sur une hausse importante des tensions géopolitiques. Voilà. Donc si en gros il y a des nouveaux conflits en Syrie, des nouvelles actions militaires ou voire même contre l'Iran, ça reste possible. Mais voilà, si on a vraiment quelque chose de grand, voilà, vraiment d'inquiétant, euh, dans ce cas-là, c'est possible que le gold et le dollar augmentent en même temps. Mais mais là pour le moment, on a quand même un dollar qui fait preuve d'une belle tendance haussière, avec un momentum certes qui s'affaiblit, mais qui est quand même haussier. Donc le gold devrait rester dans le meilleur des cas à plat. Donc pour moi, 1320, ça se vend. Voilà, ça se vend.
le gold à 1320 en direction des 1310, tout simplement. Et brut Brent devrait continuer. On voit que le marché n'a toujours pas réellement digéré l'annonce de Donald Trump. On a un pétrole qui est haussier, que ce soit le brut ou le Brent. Voilà, donc prochaine résistance sur le Brent 78,30 et pour le brut à 75, tout simplement. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On arrive à la fin de ce point de marché. Euh, Voilà, donc pour le moment j'ai répondu à toutes les questions. Bitcoin crypto. Alors faisons un tour sur les cryptos. Pourquoi les cryptos ont baissé ce matin, cette nuit? Simplement parce qu'on a Nvidia. Vous savez, Nvidia c'est un fabricant de composants informatiques, de cartes graphiques plus précisément. Et les crypto-monnaies pour être créées, pour être gérées, demandent une puissance de calcul de la part d'un réseau décentralisé. Cette puissance de calcul est réalisée grâce aux cartes graphiques connectées au réseau. Donc en clair, chaque personne, chaque ordinateur peut être connecté au réseau Bitcoin et euh, allouer une certaine capacité de calcul de son ordinateur au réseau Bitcoin afin de valider les transactions. Bref, on a cette entreprise américaine qui fabrique des composants qui a annoncé prévoir une réduction de l'activité minière dans les crypto-monnaies. Donc l'activité minière, c'est l'activité de minage, c'est l'activité de calcul des entreprises, de calcul pardon de la blockchain. Donc Nvidia, hein, Nvidia, voilà, entreprise américaine qui dit prévoir une baisse de l'activité de minage. Donc c'est une première. Et étant donné que Nvidia fournit aujourd'hui, il y a deux concurrents, enfin le concurrent important de Nvidia c'est AMD. AMD, qui est également un fabricant donc, de cartes graphiques. Et donc c'est ces deux-là qui vraiment se partagent globalement le marché, qui sont les deux leaders. Euh, et, euh, et voilà, et dès qu'il y a quelqu'un qui souhaite miner des crypto-monnaies, eh bien ils achètent généralement soit de l'AMD ou soit du Nvidia. Alors après bon, voilà, je simplifie beaucoup, il y a d'autres marques, il y a d'autres, ouais, il n'y a pas que les cartes graphiques, mais bon, en clair, Nvidia et AMD ont beaucoup profité des crypto-monnaies pour vendre des composants. Regardez Nvidia, son action, elle est impressionnante. Elle est passée de quelques milliards il y a 4 ans à près de 100 aujourd'hui. Regardez un peu sur 5 années. Voilà, donc en 5 ans, elle fait une performance de 1689%. Alors que Nvidia, il y a 5 ans, c'était déjà très connu. C'était déjà très connu. Et donc, tac, on va le comparer par exemple à Amazon, qui a fait également une très bonne performance. Et Amazon, c'est ridicule à côté. Alors que si on compare la meilleure entreprise française du moment, on va prendre Kering. Voilà. Ça vous donne un ordre de grandeur. Et encore, la Kering, j'ai pris la meilleure du CAC ces derniers temps. Si on met le CAC 40, ou même le S&P, qui a fait une meilleure performance. Voilà. Donc vous voyez un petit peu la spéculation qu'il y a sur Nvidia. Je connais même plus sa captation boursière, donc voilà, NVDA, capitalisation 154 milliards. Oula, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Donc euh, voilà. Concrètement, Nvidia progresse très très bien grâce à l'activité des crypto-monnaies. Et voilà. Et si vous regardez un petit peu AMD, AMD a beaucoup plus de mal, ce qui est assez étonnant. Un peu plus de mal, mais quand même, hein, sur 5 ans, elle fait 200%, ce qui n'est pas non plus euh, ridicule. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Alors,
Donc voilà, pardon pour le Bitcoin, j'ai pas fait l'analyse. J'ai parlé de Nvidia, j'ai parlé pourquoi il y a eu le sell-off. Mais donc petite baisse des crypto-monnaies à cause de cette annonce de Nvidia. Est-ce que ça met en cause des tendances haussières? euh, Oui, à court terme. De toute façon, la tendance haussière depuis le début du mois d'avril, elle est pas vraiment, c'est pas de l'euphorie, c'est pas un momentum très très important. On reste sous les 10 000. Tant qu'il n'y a pas franchement 10 000, pour moi, on est à long terme dans une zone de consolidation. Alors c'est peut-être trop large pour certains, mais voilà, tant qu'on n'a pas de franchement 10 000, ça remet en cause ce range. Enfin, ça permet de valider ce range. Donc là, on a une perspective baissière jusqu'à ce pressant creux à 8 000 dollars. Donc je ne sais pas surpris si le Bitcoin arrive ce week-end à 8 000. L'Ether, pareil, l'Ether retour à 630 dollars. Est-ce que c'est le moment de shorter l'euro GBP? Alors, l'euro GBP, c'est deux devises, honnêtement, que si je devais vendre deux devises aujourd'hui, et même demain ou après-demain, ça serait l'euro et le GBP. Donc, de ce fait, l'euro GBP ne m'intéresse pas parce que c'est deux devises que je shorterais par exemple face au dollar, ou face au yen, ou face à la UD s'il rebondit. Donc l'euro AUD, le shorter, oui, parce que je pense qu'on va avoir une sous-performance de l'euro face à l'euro sterling. Maintenant, si vous cherchez un actif, une paire en tendance, regardez plutôt l'euro LGBP face au CAD, face au dollar, face au yen ou face à la UD encore une fois, s'il rebondit. Mais l'euro GBP, voilà, je pense pas que c'est une paire qui soit intéressante à trader. Maintenant, dans le fond, je pense que ce canal résume assez bien la sous-performance de l'euro qui devrait continuer. Et tant qu'il continue d'osciller dans ce canal, euh, on peut s'attendre à une sous-performance de l'euro sur du long terme. Donc oui, l'euro GBP, ça peut se shorter. Donc merci pour vos intentions pertinentes et pédagogues, je prends beaucoup. Mais écoutez, c'est parfait Hubert, c'est avant tout l'objectif de ce point de marché, en plus qu'une revue, c'est vraiment de partager des informations, les connaissances de chacun. Point rapide sur l'or, très bien. Donc l'or, comme je l'ai dit, étant donné que le dollar est haussier, enfin moi j'ai une conviction haussière et la tendance est haussière sur le dollar, ça fait pression sur l'or. Tant qu'on a le dollar, le DXY qui évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours, ça me semble compliqué euh, de shorter le DXY. Vous voyez que la moyenne mobile à 20 jours est quand même assez loin. Donc voilà, l'or, dans le meilleur des cas, devrait consolider. Et on va dire dans le pire des cas, baisser. Enfin plutôt l'inverse, excusez-moi, dans le meilleur des cas, à la baisse, dans le pire des cas, neutre. Donc voilà, 1320. Je pense que c'est un niveau de prix qui serait intéressant à vendre en direction des 1300, 1310, 1300. Voilà donc alors, tu es trop fort de pouvoir vendre demain ou après-demain, tu vas concurrencer les banques centrales. Alors non, c'était juste une image, hein. Voilà, c'était juste une image. Euh, donc voilà. Écoutez, merci pour votre attention. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Excellente journée à vous, excellent week-end également. On se retrouve lundi pour mon prochain point de marché, Yo Avenizar, que vous retrouverez dans maintenant à 10h30. Donc dans un peu moins d'1 heure. Et voilà. Merci à vous encore une fois pour votre attention, pour votre fidélité. Et voilà. Je vous souhaite vraiment de passer un agréable week-end et je vous dis à lundi.